Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau Parole d'expert en compagnie de Philippe Boyer, un de nos un de nos super partenaires, plus que partenaire, devenu même, ami. Philippe, ravi de t'avoir aujourd'hui avec nous pour parler Merci d'un Raphaël. sujet, Bonjour à tous. Bonjour à ouais, toutes. bonjour à tous, ouais, un sujet qui nous est, très, très cher, qui est le mix bienveillance et exigence et le fait de savoir, est-ce que c'est une injonction contradictoire? Et puis en fait, j'ai l'impression qu'on va déborder sur pas mal de notions qu'on va devoir fouiller, notamment sur le management bienveillant dont on parle régulièrement. Mais qu'est-ce que c'est vraiment qu'être un manager bienveillant? Bref, Philippe, est-ce que tu veux te présenter un petit peu en un mot, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ou est-ce Oui, qu'on se lance bien directement? sûr, avec plaisir. Euh, je fais partie de l'équipe Fasterclass maintenant, avec beaucoup de bonheur. Et j'ai un passé en entreprise, donc j'ai été pendant 30 ans en entreprise, dans la fonction ressources humaines. J'ai été DRH pendant une vingtaine d'années, dans plutôt des grands groupes. Et à cette occasion, j'ai pu observer des centaines de managers. Moi-même, j'ai été manager, leader d'équipes plus ou moins importantes. Et depuis 5-6 ans, je suis coach, je suis formateur, je suis consultant. Euh, et aujourd'hui, j'ai bientôt 58 ans. Allez! Ouais, donc vous avez un top expert, je vous préviens, ça va être du lourd. Alors, pour commencer, Philippe, j'avais une première question pour toi, parce que j'ai l'impression que tout va découler de ça. C'est l'instant définition. C'est quoi la bienveillance? C'est quoi l'exigence? C'est quoi un manager bienveillant? Alors, si je répondais aujourd'hui, et ça va être le cas, ma réponse serait beaucoup plus complexe et moins simple qu'il y a quelques années. OK. Il y a quelques années, je me serais dit, le manager bienveillant, c'est celui qui arrive à avoir, celui ou celle qui arrive à avoir de l'écoute, de l'empathie, et en même temps faire avancer les choses, dire les choses avec un certain courage, et quelqu'un qui arrive un peu à trouver ce bon équilibre entre les deux. Mais j'étais d'abord focalisé sur les qualités de questionnement, les qualités d'écoute, l'empathie, pouvoir se mettre à la place des autres. J'étais très focalisé là-dessus. Aussi parce que j'ai l'impression que ça manquait pas mal dans les univers dans lesquels j'étais. Il n'y a pas tant de managers ou de leaders qui avaient ces qualités-là, me semble-t-il. Et puis plus j'avance dans le travail sur la bienveillance, et plus je me rends compte que c'est complexe. Pour préparer ce webinaire, je suis revenu vers l'étymologie et vers la définition de ce qu'est la notion de bienveillance. Et en fait, je dois avouer que j'ai un peu de, j'ai un peu de soucis par rapport au terme de bienveillance dans l'entreprise, parce que je prends mes notes là, l'état qui veut le bien d'autrui, bon, ok, affection qui vous porte à désirer le bonheur de votre prochain, et capacité à se montrer, et alors c'est là que quand ça commence à gratter un peu, capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné, d'une manière désintéressée. Pour répondre à ta question, Raphaël, aujourd'hui, plus j'avance et plus je me dis que le manager bienveillant, c'est le manager qui arrive à concilier des choses en apparence difficilement conciliables, et j'avance dans la conviction que c'est possible de les concilier. Et donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à associer des notions qui sont en apparence contradictoires. Pour moi, c'est ça le manager bienveillant. Et dernier commentaire, quand on parle du manager bienveillant, en fait, pour moi, on est en train de parler du leadership de 2025, du management de 2025. Le management de 2025, pour moi, devrait tendre de plus en plus vers cette notion de management bienveillant. Le problème que l'on a, parce qu'on a un petit problème, c'est que ce terme a été tellement entendu, tellement galvaudé. Il y a deux mots, hein, bienveillance, résilience. Ces deux mots, ils commencent, c'est très paradoxal. On est en train de faire un webinaire là-dessus aujourd'hui, et c'est un mot qui me sort un peu par les oreilles parce qu'il est galvaudé, parce on y a mis des tas de choses qui aujourd'hui n'ont pas grand-chose à faire avec la bienveillance quand on y réfléchit vraiment. Et donc, Ouais. pour terminer, ma réponse un peu longue, je m'en excuse, c'est la capacité à concilier le respect, le développement des personnes qui travaillent avec vous en se garantissant les chances d'atteindre des résultats. OK, top. Est-ce que juste j'ai un point, tu as parlé de notions qui en apparence étaient, contradictoires.
Est-ce que tu as des exemples de notions comme ça que le manager bienveillant doit savoir allier, quoi, doit savoir conjuguer plutôt que opposer? Oui, bien sûr. Quand on parle des conversations courageuses, c'est tellement facile de laisser quelqu'un dériver sur soit des questions de comportement, soit sur des questions de performance. Euh, Peut-être le naturel de la plupart d'entre nous serait de dire ça va s'arranger, c'est pas grave, je vais en parler plus tard. Euh, donc, il y a cette notion-là, et en même temps, comment démontrer cette empathie, cette écoute, cette disponibilité que l'on a. Je vais vous citer un exemple qui m'a marqué dans ma carrière. C'était il y a un certain nombre d'années. Et là, je vais vous parler d'employabilité. C'était une personne qui avait 25 ans d'ancienneté dans le même groupe dans lequel j'étais. C'est une personne qui connaissait extrêmement bien son métier, qui connaissait extrêmement bien l'entreprise, les rouages, les contacts. Et c'est une personne qui, au fil du temps, n'avait probablement pas été managé par des managers ou des leaders assez bienveillants, et sa valeur, son employabilité interne et externe était devenue extrêmement faible. Elle avait baissé, baissé, baissé. C'est une personne qui avait plus de 50 ans. Et c'est une personne, si elle se retrouvait en dehors de l'entreprise, elle aurait eu un problème majeur. Et je me rappelle très bien de l'émotion que j'ai eue à ce moment-là. Je me rappelle encore de son prénom et de son nom de famille, que je ne vais pas citer. Et j'avais de la colère parce que je me suis dit, les managers antérieurs n'ont pas fait ce qu'il fallait pour développer cette personne-là. Et on se retrouve à une situation où la personne a perdu de la valeur, a perdu de l'employabilité. Parce qu'il y a une corrélation entre les initiatives de développement, la performance et l'employabilité. Et donc, c'est pour moi un exemple qui illustre parfaitement ce vers quoi on doit essayer de tendre quand on est manager bienveillant. C'est oui de l'humanité, de la bienveillance, de l'écoute, et faire en sorte qu'on arrive à développer l'employabilité des personnes dont on a la responsabilité. C'est la moindre des choses. Ouais. OK, ouais, donc il y a aussi une notion de développement des compétences dans le Absolument. dans le Elle est manager même, bienveillant. elle est même fondamentale. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a la notion d'atteindre des résultats et de performance, et en même temps, comment est-ce que j'arrive à développer des personnes sur la durée? Comment est-ce que j'arrive à créer les conditions de la motivation pour avoir à la fois de la performance, à la fois du développement et à la fois pas du bien-être au travail, parce que le mot est trop fort, mais une certaine forme de sérénité où je me sens bien là où je suis. On pourrait appeler ça sécurité psychologique? Oui, il y a cette notion de sécurité psychologique qui est fondamentale dans la notion de bienveillance. Fondamentale. OK. Vu qu'on est dans l'instant définition, j'ai déjà une première question. Merci, hein, mettez vos questions dans le chat, n'hésitez pas. J'ai une première question en lien avec une définition. C'est une question d'Emmanuel Ouais. qui est: quelle différence faites-vous entre bienveillance et complaisance? Alors, la notion qui pour moi est fondamentale, la complaisance, c'est une forme de faiblesse. La complaisance, c'est derrière pour moi la complaisance, il y a deux termes qui me viennent quand je repense à toute mon expérience. Il y a le pouvoir et la popularité. Et ça rejoint la notion de complaisance. J'ai croisé tellement de managers qui étaient tellement focalisés sur leur pouvoir, d'une part, ou d'autre part, qui étaient focalisés sur leur popularité. Je veux être le manager cool, je veux être le manager sympa. Et ça, pour moi, c'est de la complaisance. Euh, la notion de bienveillance, elle associe par essence même, de mon point de vue et de par mon expérience, ces deux facettes de exigence et euh, empathie, soutien, coaching, manager coach, je suis là pour toi, je vais t'aider à progresser. Et quand je dois dire des choses qui sont difficiles, je vais te les dire parce qu'en faisant ça, je vais aussi te rendre service. Ouais. Donc, merci Emmanuel pour ta question. C'est une super question. Donc, il y a une différence fondamentale et notamment la vision qui est développer les gens. Quand on est complaisant, on ne développe pas les gens. Ouais, On est peut-être cool, on passe du bon temps au travail, on ne développe pas les gens. Et ça, pour moi, c'est une différence absolument fondamentale. C'est ouais, une, euh, c'est une forme d'attention à l'autre. Alors qu'en apparence, la complaisance, on fait attention à l'autre. Dans le fond, on ne fait pas attention à l'autre. On passe à côté de ses responsabilités. Être manager, c'est hyper dur aujourd'hui dans les entreprises. On est bourré d'injonctions contradictoires. On attend énormément de choses de nous. On n'a pas forcément toutes les ressources qu'il faut.
Et donc, être bienveillant par les temps qui courent, c'est extrêmement difficile. La facilité, c'est d'aller vers la complaisance. Trop bien. Je pense qu'on a bien répondu à la question. Emmanuel, tu me dis si jamais tu as besoin de compléments d'information. Mais je vais passer à un autre truc. Tu m'avais dit, quand on préparait ce webinaire, que déjà, il y a un préalable, si on veut être un manager bienveillant, c'est de mieux se connaître soi-même. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Oui. Si on veut réussir à développer correctement les gens, si on veut avoir la bonne posture de manager bienveillant, il est fondamental, et plus j'avance en expérience, et notamment de par mon travail de coach aussi, plus j'avance en expérience et plus je me rends compte qu'une majorité de managers et de leaders dans les organisations ne font pas l'effort et le travail de mieux se connaître, d'aller visiter sous le capot quelles sont mes forces, quels sont mes talents, quelles sont mes limites, qu'est-ce qui me fait vriller, qu'est-ce qui me fait dérailler, c'est quoi mon identité, ce à quoi je suis attaché, qu'est-ce qu'il me faut pour progresser, pour devenir quelqu'un de plus en pleine conscience, quelqu'un de plus abouti, quelqu'un de plus serein, quelqu'un de plus équilibré. Alors tout ça, c'est un idéal, hein, on n'y arrive pas. C'est comment on peut Ouais. se rapprocher de ça. Et donc, si on veut pouvoir développer cette bienveillance, elle passe nécessairement, pour moi, par cette étape de mieux se connaître et mieux accepter et regarder ses failles et ses limites, d'une part, et pas seulement, et mieux reconnaître aussi là où on est bon, là où on prend du plaisir, là où on apporte de la valeur aux autres, pour ensuite emmener et encourager les autres à faire ce même travail que celui qu'on a fait au préalable. Donc moi, j'aurais Et tendance à recommander à beaucoup, beaucoup de managers et de leaders d'être, de demander du feedback, de se faire accompagner, d'être coaché dans la mesure de leurs possibilités ou de leurs moyens, avant de pouvoir développer et donner des conseils aux autres. est-ce que tu as pour mieux se connaître, du coup, est-ce que tu as des outils? Alors, déjà, tu viens de parler de feedback, qui est un formidable outil Ouais. pour mieux se connaître. Est-ce que tu peux dire si tu as d'autres outils aussi en tête? Alors, il y a plein de choses que l'on peut faire pour mieux se connaître. J'en ai cité un, c'est entamer un coaching. Pour certains, ça peut être aussi faire une thérapie personnelle pour mieux se connaître. Maintenant, on n'est pas toujours dans la volonté ou avec les moyens de pouvoir faire ça. Et donc, oui, pour répondre à ta question, il y a des outils que vous tous, vous pouvez développer ou des postures que vous pouvez développer pour mieux vous connaître. Deux mots sur le feedback. Nous sommes à 70 connectés. J'ai envie de vous poser la question à chacun. Quand est-ce que vous avez demandé un feedback sur vous-même la dernière fois? Un vrai feedback. Pas, tiens, qu'est-ce que tu penses de moi? Est-ce que tu pourrais me donner un retour sur telle chose que j'ai faite récemment? Une chose que j'ai bien faite, une chose que j'ai moins bien faite. Alors, on peut demander du feedback sur des sujets plus ou moins étoffés, mais sans développer davantage, c'est être capable régulièrement de demander du feedback. Ensuite, il faut être capable de le recevoir. Je ne vais pas détailler, on n'est pas sur un webinaire sur le feedback, et avec une très forte pensée pour notre mentor en matière de feedback, Stéphane Moriou. On n'est pas là pour faire un cours détaillé sur le feedback, mais le feedback est un moyen. Il y a des outils que vous pouvez aller visiter, du type la fenêtre de Johari, qui intègre d'ailleurs une dimension de feedback. Elle intègre. La fenêtre de Johari est un outil assez puissant. Le risque, c'est qu'on le prenne comme un outil un peu figé. La fenêtre de Johari est un outil dynamique. Et ce qui est intéressant, c'est d'associer la fenêtre de Johari à la notion d'expérimentation, la notion de demande de feedback. Et je ne vais pas détailler davantage Johari, mais en tout cas, je vous encourage à aller voir Johari. Je vais faire juste allusion très rapidement à la pyramide, l'énorme, la puissante, la magnifique pyramide de Diels, avec ses 6 niveaux. Tu veux que Monter. je te l'affiche? Oui, oui, oui. Oui, on a Hop travaillé là. dessus. Et merci à Maury pour ce magnifique visuel. Donc, les 6 niveaux de la pyramide de Diels, avec les différents types de changements.
Ce que j'encourage chacun, c'est d'explorer en tant que manager. Je suis à l'aise et je suis épanoui dans quel type d'environnement, quels sont les comportements que je déploie aujourd'hui, que j'aimerais déployer demain différemment, quelles sont les capacités en tant que manager dont je dispose aujourd'hui et celles que j'aimerais développer. Donc toujours faire ce lien entre où je suis aujourd'hui et je pourrais être demain. Même chose pour les croyances. Et plus on monte dans cette pyramide, et plus le questionnement devient, plus la pente devient raide. C'est quoi mon identité, le pourquoi de ce que je fais. Voilà. Donc là, travailler sur les types de changements. Je pense que la plupart d'entre vous êtes familiers avec la notion de changement de type 1 et changement de type 2. D'ailleurs, je Ah, vois que je suis pas sûr, c'est je suis inversé. pas sûr. Ouais. Comment? Je suis pas sûr que tout le monde soit familier avec ça, si tu peux préciser vite fait. En fait, c'est de dire simplement, notamment c'est issu de l'école de Palo Alto, de dire qu'il y a différents types de changements. Il y a des changements qui sont fondamentaux, qui sont structurants, on va dire, et qui sont des changements qui ne sont pas aisés à faire, qui ne sont pas évidents. Et ouais, je précise, pardon, dans le visuel, il y a une inversion entre type 1 et type 2, mais je pense que la Ouais, plupart d'entre vous l'aurez corrigé. Le type ouais, 1, c'est en bas et le type 2, c'est en haut. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est le type 2 qui est un changement vraiment fondamental, qui est beaucoup plus long à atteindre, puisqu'on est en train de toucher aux croyances, à qui on est, ce vers quoi on va, voilà, et le sens que l'on donne à son activité. Le changement de type 1, ce sont des changements en apparence un tout petit peu plus aisés à aborder. C'est des choses qu'on peut changer dans son environnement, dans ses compétences, dans la façon dont on exerce ses responsabilités de manager. Et donc faire un peu un bilan en montant cette pyramide et ensuite en la redescendant. On la monte en disant où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Donc on part de son environnement et on va tout en haut. Et ensuite, demain, tiens, j'aimerais être quel manager, quel type de leader. Et on repart du sens et on redescend jusqu'en bas. Parce qu'il y a une connexion, évidemment, entre les différents niveaux. Voilà. Je ne veux pas passer plus de temps sur Deals, qui est un outil tellement fondamental en connaissance de soi et en développement, et tellement complexe. On ouais. pourrait y passer tout le webinaire. Ouais, ça peut valoir le coup même d'être accompagné parfois, si vous voulez, par des personnes, pour Oui, deal, quoi. oui. Et en Creuser coaching, on là-dessus. travaille beaucoup sur la pyramide de Deals. Voilà. Ouais. Donc, ce sont des exemples qu'on vient de montrer entre feedback et deals, feedback en passant par Jouari. Dernier point sur augmenter sa connaissance de soi, c'est tout simplement prendre une feuille de papier un soir, prendre une demi-heure et se dire, voilà, quels sont mes talents et quelles sont mes qualités actuelles pour aujourd'hui, dans mes points de force, quels sont mes talents demain, c'est-à-dire des qualités que j'ai mais qui ne sont pas forcément encore utilisées, exploitées. Et puis du côté point de progrès, quelles sont mes limites aujourd'hui? Est-ce que je les connais déjà? Et puis, quelles sont les choses qui peuvent me faire dérailler à l'avenir? Quels sont c'est ça, on appelle ça souvent les dérailleurs. Et Ouais. de faire un bilan là-dessus. On se prend une demi-heure un soir avec une boisson qui vous convient bien. Et de faire, alcoolisé ou non, ça permet de faire ce travail d'introspection pour mieux se connaître soi-même. Voilà. Tout ça pour dire que c'est ce premier chapitre qu'on a pensé quand on a préparé ce moment ensemble, Raphaël, c'est de dire on ne peut pas devenir manager bienveillant, selon nous, si on n'a pas travaillé sur une meilleure connaissance de soi. Je ne Ouais, sais pas comment ça fondamental. résonne chez vous, ce que vous en pensez. Il y en a qui ont fait des feedbacks. Claire a fait un feedback 360. Ça, c'est top. Vraiment, c'est très, très bien. Peu avant de passer à la partie suivante, il y avait des petites questions ou remarques, que je voulais partager. Voilà, Françoise qui dit, «Attention à l'autre et attention à soi. Le courage managérial, c'est aussi se former en tant que manager à regarder ses ombres». Donc Bravo. là, voilà, c'était vraiment tu parlais de la connaissance de soi Bravo, et François. Regardez c'est exactement ça. pardon, je t'ai interrompu. Regardez sa partie plus sombre. Avoir le courage de la regarder. Et ça fait une, transition toute trouvée d'ailleurs avec la deuxième partie, parce que tu as parlé Françoise a parlé de courage, tu as parlé de courage, en intro, le courage de savoir dire des choses et ça. Est-ce que tu peux développer cette partie courage? Voilà, sur le manager bienveillant et par opposition justement au laxisme de la complaisance et cetera. Ou le manager cool, la coolitude. Ouais, Comment est-ce voilà. qu'on peut un peu combattre la coolitude dans l'entreprise? Voilà. Et la coolitude, elle est souvent parce que je veux être populaire, je veux être aimé en tant que manager, je veux être. Alors, être aimé, c'est super, mais c'est peut-être plus puissant d'être aimé parce que, à mon contact, les gens arrivent à se développer. Même Oui, pour, je peux. juste sur le courage, pourquoi Oui, c'est un truc qui, moi, me touche, personnellement?
quand j'ai créé ma boîte, donc moi j'ai créé ma boîte en sortant d'école, hein, donc j'avais jamais bossé ailleurs, etc. En soi, très courageux. Et ouais, mais en tout cas, je voulais pas être un manager. J'avais peur d'être un manager à l'ancienne, qui flic, qui micromanage et tout ça. Et je voulais que les gens soient autonomes, je voulais que les gens, grandissent, définissent leurs propres objectifs, et cetera. Et en fait, du coup, quand les choses se passaient pas forcément très bien, heu, bah, j'osais pas, dire, que ça se passait pas très bien, tu vois? J'osais pas et en fait, au début, ma boîte pendant les premières années d'existence, on a eu des grosses difficultés, je pense parce que j'ai manqué de courage. Et donc cette notion parce que je voulais être bienveillant, j'ai manqué de courage. Ce qui en soi et je pense un énorme contresens parce que tu vas expliquer pourquoi, mais moi en tout cas, j'ai j'ai ressenti que si j'avais eu plus de courage, j'aurais même été plus bienveillant envers mes équipes. Voilà. Ouais, super. C'est absolument ça. Et alors, c'est la difficulté de la bienveillance, c'est qu'il y a des notions qui sont contre-intuitives. On se dit, être manager bienveillant et courage, bah, pourquoi il faut être courageux pour être bienveillant? Non, c'est même peut-être un peu le contraire, parce que quand on se dit manager courageux, c'est un manager qui prend des décisions difficiles, qui dit des choses difficiles, etc. Eh bien oui, le manager bienveillant, c'est quelqu'un qui a ce courage-là. Alors, je vais vous illustrer par quelques notions autour du courage, en tout cas celles que moi j'ai croisées dans ma carrière à date. C'est d'abord la capacité à dire les choses. Et dire les choses qui sont bien, les choses qui sont moins bien. Là, je vous renvoie vers la notion de communication non violente, hein, et l'approche OSBD. Je ne vais pas la détailler ici, mais il y a des façons de dire les choses en se focalisant sur les faits, éviter le jugement et à demander à l'autre comment il se sent quand on partage cette notion-là. Je peux vous renvoyer aussi vers les conversations courageuses. Les conversations courageuses, comment est-ce qu'on peut dire les choses sans tourner autour du pot, en étant toujours basé sur les faits. Le fondamental du manager bienveillant dans sa dimension courageuse, c'est il ou elle dit les choses sans trop tarder, en s'appuyant sur des observations ou sur des faits qui sont que des perceptions. Et on peut ensuite interroger l'autre en demandant « Et toi, comment tu le ressens et qu'est-ce que tu en penses ?» Et ensemble, essayons de voir qu'est-ce que l'on peut faire pour sortir de cette situation-là. Il n'y a pas plus grand plaisir managériel à aider quelqu'un de sortir de la zone rouge. Pour faire ça, il faut du courage managériel. Donc, on ne peut pas être un manager bienveillant si on n'a pas cette capacité d'abord à dire les choses. Ensuite, il y a une deuxième dimension dans le courage, de notions qui sont assez proches, c'est comment est-ce qu'on a le courage de garantir la sécurité psychologique de ses équipes, savoir dire non, savoir être à l'écoute de signaux faibles, savoir identifier qu'on a un collaborateur qui est en surcharge, qui est en souffrance, qui a éventuellement des problèmes perso. Et ce n'est pas la peine d'en rajouter une couche en disant « Tiens, je sais que tu es très chargé en ce moment et je vais t'en donner encore plus ». C'est avoir aussi ce courage-là. Lié à ça, comme je disais, il y a deux notions qui sont très proches. C'est la sécurité psychologique de ces équipes et aussi être capable de gérer les interférences. Les interférences, c'est tout ce qui nuit, tout ce qui vient créer des bugs dans notre capacité à avancer, à atteindre les objectifs. Et donc, le manager bienveillant, c'est celui qui va être conscient de ça et ne pas fabriquer lui-même trop d'interférences pour les autres, et qui va aussi protéger ses équipes des interférences qui arrivent de l'extérieur. Et donc, c'est aller voir son dirigeant, aller voir son N+2, son N+3 pour dire là, ce que vous me demandez, ce que vous demandez aux équipes, ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas possible aujourd'hui avec ces moyens-là. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à dire non intelligemment. Et pour ça, il faut du courage. Il faut du courage. Et en faisant ça, on protège ses équipes et ça crée un climat qui est beaucoup plus respirable et beaucoup plus positif pour les gens qui travaillent avec vous. Dernière notion, je dirais, autour du courage, c'est avoir le courage de faire briller les autres. C'est comment on fait en sorte de ne pas tirer la couverture à soi et de prendre les balles quand il y a des choses qui se passent moins bien et les louanges et les lauriers, de plutôt les rendre à ses équipes et de mettre en avant ses équipes. Quand quelqu'un vous dit bravo pour le job que tu as fait, bravo pour ça, etc., de dire en fait, merci, j'ai pu faire ça grâce à telle personne, grâce à mon équipe, etc. Donc voilà, être en capacité d'avoir un pare-balles pour tous les moins bons coups qui se présentent et avoir la générosité et le courage de dire ce n'est pas que moi ou ce n'est pas moi,
c'est quelqu'un dans mon équipe qui a fait ça et mettre en avant. En fait, c'est avoir le courage aussi de prendre de la. Il faut que tu m'arrêtes, Raphaël, parce que je vais aller trop loin. Mais d'ailleurs, juste pour résumer ce que tu viens de dire, moi, il y a une formulation que j'aime beaucoup. C'est que le manager bienveillant, c'est quelqu'un qui va prendre plus que sa part dans les échecs et il va prendre moins que sa part dans les réussites. Et qui va réussir à faire briller son équipe dans les réussites et la protéger dans les échecs, notamment face à la hiérarchie, quoi. Je sais pas si. Absolument, absolument. Et là, je suis en train de voir des éléments du chat et l'humilité que dite par Karine ou Laurent qui dit il ne faut pas attendre les conversations annuelles, avoir des feedbacks réguliers avec les équipes. Complètement d'accord avec toi, Laurent. Donc, c'est cette. Alors, donc, il y a la notion d'humilité et la notion de force. C'est une notion un peu de carapace que j'ai par rapport à l'extérieur de l'équipe. Pour moi, là, c'est très fort dans cette notion de bienveillance. Il y a un dernier point que je voudrais parler dans le courage. Ça peut paraître antinomique, mais c'est le courage de poser des questions et de prendre le temps de poser des questions. C'est une notion dont on parle beaucoup au sein de l'équipe Fasterclass. C'est le pouvoir du questionnement, les questions puissantes, etc. Ouais. Le manager qui a du courage, c'est le manager qui va prendre le temps d'interroger ses équipes et de leur demander qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des meilleures idées? Qu'est-ce que tu en penses? C'est avoir le courage de se dire qu'en tant que manager, on sait moins bien que nos équipes. Parce que plus on monte en expérience et en seniorité, moins on devient compétent. Comment est-ce qu'on accepte ça? Plus ça va, moins je deviens compétent. Moi, je deviens compétent techniquement, je m'entends. Et donc, comment est-ce que j'interroge mes équipes? Comment est-ce que je me les mets en avant? Comment est-ce que je m'appuie sur eux? Parce que c'est eux qui ont le savoir, c'est eux qui ont la connaissance. Moi, je ne l'ai pas, ou je l'ai de moins en moins, ou je l'ai sur une partie simplement de la responsabilité. Et j'accepte ça. Je suis conscient de ça et j'accepte ça. Et mes équipes le savent et elles me reconnaissent pourtant comme un très bon manager ou un très bon leader, notamment aussi parce que je leur laisse cette place, je leur laisse du temps, je leur laisse de l'espace, je leur laisse de l'autonomie. J'aimerais aussi parler de l'autonomie, mais on a pas, je vous ai dit, il y a tellement de notions autour de la bienveillance. Mais voilà, je crois qu'on a fait un bon tour déjà autour de la notion de courage. Ouais, j'ai une mini truc sur une réaction de Roxane que j'aimerais partager, voir comment tu réagis, qui Ah dit oui. que c'est très intéressant et pour les femmes qui ont déjà parfois tendance à ne pas se valoriser, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied de se mettre en retrait? Ouais, Roxane, je suis d'accord avec toi. Il y a une nuance à apporter à ce que je viens de dire. C'est en fonction de comment on se sent déjà, parfois ce sentiment d'imposture que l'on peut avoir les uns et les autres à différents moments de sa carrière, ou quand on est mis sur certaines dimensions d'une fonction, on se sent moins à l'aise. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les stéréotypes, mais le sentiment d'imposture, il est peut-être légèrement plus développé chez les femmes managers, les femmes leaders que les hommes pour différentes raisons. C'est des choses sur lesquelles j'ai pas mal travaillé dans le passé, dans des entreprises qui avaient envie de se doter les moyens d'aider les femmes à accéder à des postes à plus forte exposition et à plus forte responsabilité. Donc oui, peut-être ne pas aller trop loin. Ça pourrait être effectivement perçu comme je me tire une balle dans le pied. Donc Roxane, moi ce que j'ai envie de te dire, c'est il faut ensuite que tu adaptes tout ce que l'on peut partager avec toi aujourd'hui à ton style, à tes croyances, à ton style, et peut-être ne pas aller trop loin si tu penses que ça peut être négatif pour toi. J'essaye juste de donner des pistes et des clés autour de certaines notions et à toi et à chacun d'entre nous d'aller puiser dans ces clés ce qui vous semble pertinent pour vous. Merci Philippe. Donc on avait évoqué plusieurs notions sur du manager bienveillant, notamment mieux se connaître comme préalable, le courage. Tu avais aussi parlé à un moment du développement des autres et que c'était hyper important. Donc voilà, Oui. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la partie développer les autres en tant que manager bienveillant? Oui, absolument. Alors, première chose assez essentielle, c'est le temps. Le temps est une ressource qui est devenue comme l'eau potable dans certains pays. On manque, tout le monde manque de temps. C'est-à-dire donc on intervient chez Fasterclass chez beaucoup de clients. Et il y a un dénominateur commun, malheureusement, à la plupart des managers dans ces équipes, c'est que tout le monde manque de temps.
Donc, le manager bienveillant, c'est celui qui décide, j'ai dit bien décide, d'octroyer, de bloquer, de consacrer du temps réel, du vrai temps, et pas du temps type tiens, rentre, vas-y, assis-toi, je t'écoute, et je suis en train de lire en même temps le dernier mail que j'ai reçu, ou je suis en train de me préparer pour le prochain rendez-vous, etc. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à bloquer du temps et consacrer du temps à l'écoute des autres. Comment vas-tu? Commencer un one-to-one par comment vas-tu? Moi, j'avais pris l'habitude au bout d'un moment de demander comment vas-tu vraiment? Et j'ai pas, et j'ai pas un rendez-vous dans 5 minutes. Donc, je suis vraiment prêt à t'écouter. Donc, c'est comment est-ce qu'on se crée de l'espace? Comment est-ce qu'on donne du temps aux autres? Il y a des pistes pour essayer de trouver du temps. On n'a pas forcément le temps de détailler maintenant. C'est comment, en fait, comment on intègre le fait que ça fait partie du job de manager de donner, de consacrer du temps aux autres. La deuxième chose pour accompagner et développer les équipes, une fois qu'on a donné un peu de temps, c'est de ne pas uniquement se focaliser sur l'atteinte des objectifs. J'ai croisé tellement de managers et tellement de leaders qui, regardez, j'ai envie de dire, le haut de l'iceberg, c'est le quoi. Est-ce que tu as atteint tes objectifs ou pas? Les objectifs, c'est très important et ce n'est pas suffisant. C'est comment tu as atteint ces objectifs. C'est focaliser sur la progression de la personne. L'appréciation de la performance ne doit pas être la même sur quelqu'un qui a fait un énorme effort de développement cette dernière année versus d'autres qui ont continué comme avant. C'est la capacité à occuper toutes les dimensions d'un poste. Tout cela, arriver à avoir des évaluations de la performance justes, c'est un critère fondamental pour arriver à bien développer ces équipes. Claire nous dit, plus que faire partie du job, je pense que c'est la mission numéro 1 du manager. Absolument. Absolument, absolument. Développer ses équipes, c'est la mission numéro 1 du manager. Ensuite, un manager bienveillant pour développer ses équipes, c'est un manager qui va réussir à avoir ce bon dosage entre, on va en parler dans la dernière partie, entre permission et protection. Qui va notamment développer ses équipes, c'est leur donner la permission et l'espace d'expérimenter, d'aller prendre des initiatives, de faire des propositions, d'avoir des meilleures idées que soi. Ne pas avoir peur que ses collaborateurs soient meilleurs que soi. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'attirer des gens potentiellement meilleurs que soi et être OK avec ça, réellement OK avec ça, pas seulement le dire, réellement OK avec ça. Et donc, c'est comment, pour développer le potentiel des gens et arriver à attirer, à développer des talents, il y a 2 choses qui sont fondamentales, c'est faire sortir les personnes de leur expertise et leur donner des nouvelles choses sur des terrains un peu vierges. Et l'autre chose qui est liée, c'est challenger les gens. Challenger dans leur pratique, dans les missions qu'elles sont en train d'accomplir. Ce sont 2 manières fondamentales de développer les talents dans les entreprises. En anglais, on dit « take expertise from under your feet ». C'est comment est-ce qu'on retire le tapis de l'expertise sous les pieds de chacun et de proposer à chacun d'aller faire des choses qu'on n'a jamais faites avant, des choses qui n'ont jamais été faites avant. Ça développe les gens. Et ça, pour faire ça, il faut de la bienveillance, il faut du temps, il faut du courage, il faut avoir identifié chez les gens un appétit ou une volonté d'aller vers ça. Je ne sais pas si vous voulez encore rajouter des choses sur le développer les autres. Je vais le mentionner en passant parce que je voudrais pas faire des impasses trop grandes sur le sujet, mais l'importance des signes de reconnaissance. Si on veut développer les gens, il est fondamental de leur donner des signes de reconnaissance qui soient des signes de reconnaissance positifs ou parfois négatifs et qui soient des signes de reconnaissance conditionnels ou inconditionnels. C'est absolument fondamental de veiller, d'avoir l'attention à donner régulièrement des signes de reconnaissance. Donc, c'est moins impliquant que le feedback. Ça en fait partie, mais c'est moins impliquant. Donc, les signes de reconnaissance, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Donc, quand on arrive à faire tout ça, en fait, on arrive à faire en sorte que la courbe d'employabilité des uns et des autres qui travaillent ce soir arrive à continuer à progresser tout le temps. Et en fait, vous avez une corrélation entre la courbe de l'employabilité, la courbe de la performance et une corrélation avec
le temps passé et les initiatives de développement. Donc, développement, performance, employabilité, ce sont 3 notions totalement corrélées et qui font partie de la responsabilité et de l'écran radar, on va dire, du manager bienveillant. Et il y a une notion qui sous-tend un peu tout ce qu'on vient de dire, j'ai l'impression, entre développer les autres, entre le courage de dire les choses, mais aussi le courage de parfois dire non et de protéger son équipe, le fait de réussir à creuser, mieux se connaître soi-même, etc. J'ai l'impression que tout ça n'est permis que par les fondations, c'est la confiance. Oui, absolument. Est-ce que tu peux nous parler de cette notion de confiance? Oui. Oui, quand on n'a pas confiance en son manager, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, de faire d'atteindre un bon niveau de performance et aussi de pouvoir se développer. Donc la confiance, c'est quelque chose de fondamental qui marche évidemment dans les deux sens. Quelle est la confiance que l'on génère et quelle est la confiance que l'on ressent chez les personnes qui travaillent avec soi? Et c'est quelque chose qui se développe d'ailleurs, hein. La confiance, ce n'est pas quelque chose de statique. Et alors la confiance, moi j'ai envie de vous renvoyer vers quelque chose qui est relativement connu en France, hein, qui est l'équation de la confiance. Et j'ai envie de vous renvoyer vers ça. L'équation de la confiance, c'est vraiment très puissant. En apparence, c'est simplissime. Et en fait, le manager bienveillant, ça marche encore une fois dans les deux sens. La confiance que je génère et la confiance que j'éprouve. Alors la confiance que je génère, alors, quelles sont les compétences dont je dispose? Est-ce que je suis reconnu pour un certain nombre d'expertise, de professionnalisme, d'expérience antérieure, de capacité à faire des choses? C'est le premier ingrédient de la confiance. Et ça ne suffit pas. Et notez qu'il y a des signes multipliés entre chaque composant de cette équation de la confiance. Je crois que les inventeurs de l'équation de la confiance, au début, avaient mis des plus entre les deux. Et ils se sont rendus compte que s'il y a un de ces éléments qui est à 0, en fait, la confiance, elle est à 0. Donc, ils ont transformé ça ensuite avec des signes multipliés. La fiabilité, je fais ce que je dis ce que je fais, on peut compter sur moi, on sait par avance que je vais délivrer ce que j'ai dit que j'allais délivrer. Je ne suis pas forcément le plus compétent, celui qui ou celle qui a le plus de savoir, on peut compter sur moi. Le troisième ingrédient absolument fondamental, surtout quand on parle de management bienveillant, c'est la qualité de la relation que j'ai réussi à nouer avec les uns et avec les autres. Mes interlocuteurs externes, internes, les autres départements, les gens qui travaillent avec moi, mon boss, mes boss. La relation, donc le troisième ingrédient fondamental. Et c'est là où on arrive souvent, là où le bas blesse, en tout cas dans l'entreprise et dans les entreprises que j'ai côtoyées, tellement de managers et de leaders, la confiance qu'ils suscitent auprès des autres est complètement minée, tirée vers le bas par l'égocentrisme. Alors attention, l'égocentrisme, ce n'est pas exactement la même chose que l'ego. Hein. C'est mon agenda. On dirait de manière triviale et un peu familière, il n'y en a que pour ma gueule. Il n'y en a que pour moi, ma carrière, briller, réussir mes objectifs coûte que coûte, me faire remarquer, mon agenda. Les contraintes des autres, je m'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est moi, mes résultats. Accessoirement, mon équipe. Bah oui, parce que j'ai besoin d'une équipe quand même pour arriver à atteindre ces résultats. Voilà, donc cette équation de la confiance, pensez-y, elle marche dans les deux sens. La confiance que je ressens, la confiance que je suscite chez les autres. Et donc, on utilise cet outil, notamment dans des équipes de management. Ça peut s'utiliser individuellement et collectivement. C'est un outil extrêmement simple, comme je le disais, et puissant. Je vous invite à faire votre auto-évaluation de ça. Vous mettez une note de 1 à 10 sur chacun de ces 4 critères et ça vous fait un score sur 1000. Et vous allez voir que ça pique un peu, hein, parfois, quand on fait son auto-évaluation de la confiance que je génère chez les autres. Si vous êtes honnête avec vous-même, en général, je n'ai croisé personne pour l'instant dans mon univers professionnel, et j'ai croisé quelques personnes, qui n'avaient pas un des 4 critères sur lequel il n'y avait pas une marge importante de progrès. Ce qui est intéressant, c'est laquelle des 4 pour vous. Chez certaines personnes, il y en a souvent une ou parfois 2. 2 critères sur lesquels on peut progresser. Voilà, bon, on pourrait dire beaucoup de choses sur la confiance. Je crois qu'il y a la notion, ce qui génère aussi de la confiance, c'est une forme d'authenticité. Je dis bien une forme d'authenticité parce que être totalement authentique dans le milieu de l'entreprise, c'est extrêmement difficile. Je ne sais même pas si c'est souhaitable. Mais j'ai envie d'être leadé, managé par quelqu'un qui a une certaine authenticité, qui dit, par exemple, il ou elle dit quand il ne sait pas ou elle ne sait pas, ou quand ça ne va pas bien, ou quand j'ai des problèmes perso.
j'ai besoin de travailler avec quelqu'un qui a une certaine authenticité. Pour moi, ça fait partie aussi du manager bienveillant. Donc, vous voyez, plus on avance et plus on est en train de se dire, j'en suis très conscient, que le manager bienveillant, il ou elle, c'est Superman, Superwoman. Mais oui, être un manager bienveillant, c'est hyper dur. C'est hyper dur. C'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie d'un manager de devenir un manager bienveillant. C'est très exigeant, c'est très compliqué. Donc, c'est très, très loin des notions un peu galvaudées, du je suis cool, je suis à l'écoute, je fais attention aux autres. C'est bien, ce n'est pas suffisant. Le management bienveillant, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Ouais, ça fait une transition parfaite avec ce qu'on s'était dit en fait pour résumer tout ça, c'est que je remets l'animation, mais le manager bienveillant, c'est un équilibriste, quoi. C'est un C'est ça, manager équilibriste. Et, absolument. et on Je avait voulais, bossé. si tu me le permets, Raphaël, je viens de voir un élément du chat qui me fait réagir. J'avais Vas-y, envie vas-y. de apporter un commentaire à Laurent qui nous dit un manager bienveillant doit aimer les gens pour faire son nécessaire pour les faire grandir. Alors, aimer les gens au sens collectif, c'est-à-dire s'intéresser aux gens, avoir de la curiosité pour les gens, oui. Et un manager bienveillant, c'est celui ou celle qui est capable aussi de travailler avec les gens qu'on n'apprécie pas pour différentes raisons. C'est ça qui me paraît très puissant chez le manager bienveillant aussi. C'est une personne qui est capable de travailler avec les gens avec lesquels on sent une affinité, voire qu'on apprécie ou qu'on apprécie énormément parce qu'on partage un certain nombre soit de valeurs, soit de… Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est aussi être capable de développer les personnes qu'on apprécie moins ou beaucoup moins. Voilà, je voulais juste apporter cette précision à Laurent. Ouais, En tout cas, ma perception ouais, très. d'aimer les gens. Aimer les gens, oui, c'est fondamental d'être intéressé, j'ai envie de dire, par les gens. Et du coup, merci pour la précision. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Et donc je disais, ouais, on avait résumé ça par le manager qui est en fait un équilibriste, le manager équilibriste. Et hop là, attends, j'ai oublié d'enlever le truc de Laurent. Tac, voilà. Et donc le manager équilibriste, on s'est rendu compte que voilà, tu avais 5 notions qui étaient en apparence des injonctions contradictoires Ouais. et qu'il fallait réussir à conjuguer. Je ne sais pas si tu Ouais. veux dire un mot là-dessus qui se résume. Ça, c'est nulle part. C'est vraiment un truc qu'on a fait nous, Ouais. Philippe et Fasterclass. Vous le trouverez nulle part ailleurs. Mais vas-y, Philippe, je te laisse du coup commenter parce que c'est En toi fait, qui. on a travaillé, encore une fois, on a travaillé pas mal de mois là-dessus, en réunissant toutes nos expériences, nos observations. Et puis, pour être très franc, on n'avait pas trouvé quelque chose qui nous apportait de la satisfaction véritablement, qui nous semblait complet sur la notion de manager bienveillant. Et donc, on a développé cette petite matrice où il y a 5 dimensions. Donc, Caroline, tu vas peut-être en dire quelques mots après. Raphaël, est-ce qu'on va partager cet outil ou pas? Déjà, on vous l'affiche, donc vous pouvez vous en inspirer. Donc, vous voyez à gauche, on a un focus qui est plus… on a la partie, j'ai envie de dire, un peu froide à gauche et la partie un peu chaude à droite. Focus sur les résultats à gauche et sur les personnes à droite. Et donc, on a développé 5 notions. Enfin, on n'a pas développé. On a repris 5 notions et on les a mises ensemble parce que cette notion d'équilibriste, c'est comment est-ce qu'on arrive à la fois à être exigeant sur les résultats et doux avec les personnes. Comment est-ce qu'on arrive à donner de l'espace aux gens pour expérimenter et comment on arrive aussi à les protéger d'un certain nombre de choses toxiques, d'agressions, de charges de travail, de sources de stress et de surchauffe. Donc, c'est avant que quelqu'un aille faire quelque chose, lui dire est-ce que tu as réfléchi à ça? Est-ce que tu es bien sûr de ça? Parce que je t'alerte, si tu fais ça, il y a peut-être le risque de… Qu'en penses-tu? Protection. Permission, c'est vas-y. Je t'encourage, tente, ça a l'air génial. Je ne sais pas si ça va marcher, mais fonce. On va voir ce que ça donne. Et je suis là pour toi si tu as besoin. Oui, tu peux aller voir tel département et travailler avec eux. Oui, tu peux mobiliser telle ressource. Permission. Alors, on a eu, petite parenthèse, on a eu des longs débats en interne sur est-ce qu'on vise à être dans la moyenne? C'est toujours le problème des moyennes. Est-ce qu'on est dans la moyenne ou est-ce qu'on va de temps en temps, il faut aller vers du 4-5 d'un côté à gauche et puis du 4-5 à droite? Et donc, on a toujours d'ailleurs ces débats sur est-ce que c'est du et, est-ce que c'est du ou, est-ce que c'est du tantôt l'un, tantôt l'autre? On ne va pas forcément trancher aujourd'hui. Je vous laisse peut-être réfléchir à ça. C'est un sujet passionnant. Je referme la parenthèse. La troisième dimension de ce qui nous semble être les constitutifs d'un management bienveillant, c'est la capacité à
challenger quelqu'un et en même temps être capable d'apporter tout le soutien. Je suis là pour toi. Tu as des doutes, viens, parlons-en. Tu as besoin de ressources supplémentaires, je ne suis pas sûr de pouvoir te les accorder, mais on va essayer, on va voir ce qu'on peut faire. Challenge, je te pousse à aller plus loin. J'ai l'impression que depuis quelque temps, on ne va pas le dire comme ça, mais si on a l'impression que quelqu'un est en train un peu de ronronner, l'expression est peut-être un peu maladroite, mais c'est encore une fois, vous savez, cette personne dont je parlais au tout début du webinaire, qui avait pendant 25 ans fait à peu près la même chose, qui n'avait pas été développée et dont l'employabilité s'était cassé la figure, c'est une personne qui n'avait pas été challengée, clairement. Quatrième dimension, c'est avoir le temps, interroger, être dans le questionnement, s'intéresser vraiment. Comment vas-tu vraiment? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Je comprends ce que tu ressens. Je comprends tes doutes. Je comprends ta frustration. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment est-ce qu'on peut la résoudre? De quoi as-tu besoin? Et de temps en temps, avoir des conversations courageuses. J'ai besoin de te dire des choses. Là, j'ai remarqué ces dernières semaines qu'il y avait tel aspect qui pouvait poser problème, où il y avait ça peut être quelque chose de très ponctuel ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus étendu, et avoir le courage de le dire et de le partager sans trop tarder. Et la dernière dimension, qui est une notion qui a été beaucoup reprise aussi par notre ami Stéphane Moriot, dont je parlais au début du webinaire, c'est cette notion de management par soumission et management par engagement. Et là, vous avez vu, le curseur, on l'a mis graphiquement entre 8 et 9. Notre expérience et aussi celle de Stéphane, c'est de dire le management par engagement, aujourd'hui, ça devrait être 90% du temps. Et de temps en temps, notamment quand, en tant que capitaine dans la tempête, vous avez des décisions difficiles à dire, il faut tenir le cap, etc. Là, il faut être dans le management pour soumission. Il faut être capable de prendre des décisions. Il faut être capable de... On attend parfois de son manager qu'il tranche, qu'elle tranche, notamment quand on est dans une situation de crise. Voilà, donc quelques illustrations de ce que c'est le management par soumission, de ce que c'est le management par engagement. Donc, dans un idéal, comment est-ce qu'on peut tendre vers une certaine forme d'équilibriste entre ces 5 notions, avec le curseur qu'on a mis pour les 4 premiers au milieu et pour le dernier qu'on a mis entre 8 et 9. En tout cas, comment est-ce qu'on peut essayer de tendre vers ça? D'ailleurs, il y a Elsie qui vient de mettre dans le chat ce que tu es en train de dire. Quoi. Elle dit la recherche du parfait équilibre est ce vers quoi on doit tendre. Et après, il faut s'autoriser à adapter en fonction du cycle d'entreprise, des personnes, etc. Bravo, Elsie. C'est absolument ça. C'est absolument ça. S'autoriser à adapter, absolument, en fonction des personnes et en fonction de là où on en est dans le cycle de l'entreprise ou dans le cycle de l'activité qui est la nôtre, dont on a la charge. Et je vois la question de Caroline. Est-ce que vous pourrez partager cet outil? Alors, pour ça, parce que vous savez qu'on aime bien faire des cadeaux chez Masterclass, j'ai ma dernière section qui est comment est-ce qu'on peut s'aider. Et là, pour une fois, c'est pas comment nous on peut vous aider, mais c'est comment on peut s'aider. Parce que j'ai une petite demande aussi pour vous. Vous allez pouvoir nous aider exceptionnellement. Alors, comment est-ce qu'on peut s'aider? La première chose, c'est nous, on peut vous aider. Alors, je vais remettre l'outil, notamment avec cet outil-là, la matrice du manager bienveillant. On a une idée, en fait, on était dans le train ce week-end avec Philippe, et on s'est dit, mais attends, on pourrait trop les aider, tous ceux qui sont webinaires, en créant un test pour voir est-ce que, voilà, je fais un peu n'importe quoi, tac, voilà, en créant un test sur d'auto-évaluation. Est-ce que si je m'auto-évalue sur toutes ces dimensions, est-ce que je suis plus ou moins bienveillant? Est-ce que je peux progresser plus ou moins, etc. Donc dites-nous dans le chat, parce qu'on a eu l'idée là, ce week-end dans le train, donc on n'a pas eu le temps de le développer parce que c'est un sacré truc quand même. Mais si on le fait, évidemment, ce sera gratuit, on vous partagera tout ça. Ça sera voilà, un test développé par Philippe et Fasterclass, quoi. Et l'équipe. Et l'équipe. Et donc dites-nous dans le chat si ça vous intéresse qu'on vous envoie ça, un test d'auto-évaluation complètement gratuit. Mais voilà, il faut savoir que c'est un gros boulot pour nous. On en a pour une quinzaine de jours de développement entre Philippe et nous qui vont devoir penser au truc, comment faire le test, etc. Et derrière, ensuite, le développement technique, le développement des visuels pour qu'ils soient aussi un minimum jolis parce qu'on ne peut pas faire ça n'importe comment, etc., etc. Voilà. Bon, ok, oui, bon, je vois dans le chat plein de oui, preneurs et tout. Bon, c'est cool, ça fait plaisir. Bon, vous me donnez l'énergie de faire ce test. Ça met un super élan. Je sais pas si toi aussi, Philippe, ça te fait Ouais, cet effet-là, absolument. mais Ouais. On va y aller, alors on va le développer cet bon, autotest. on va le faire ce test. Bon, alors, il faudra juste que vous nous donniez une quinzaine de jours
le temps de vraiment faire le truc et de le faire bien, parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi. Précision quand même, je pense que ça se sent, mais on vous promet que ce test n'existe pas encore. On a plein de trucs en tête, mais on ne l'a pas vraiment pas développé. On n'est pas en train de faire un gimmick de genre on va développer un truc pour vous, etc. Non, on va vraiment le développer. On ne l'a pas développé. On a vraiment eu l'idée comme ça dans le train quand on revenait ce week-end, quoi. Donc, ok, bon bah allez, le rendez-vous est pris. Donnez-nous juste 15 jours, les gars. Et dans 15 jours, on fera ce test et vous allez voir, ça va être canon. Pression, pression, pression. Ouais, j'espère que j'espère qu'on s'est pas mis une deadline trop courte. Non, on s'est mis une pression bienveillante. Ok. Bah, fantastique, je vous enverrai ça par email, tous les inscrits au webinaire. Et deuxième chose de comment on peut s'aider. Bon, évidemment, on peut vous aider en vous accompagnant, notamment avec Philippe. On a créé une formation pour vous accompagner sur le management bienveillant. Donc là, voilà, on peut faire soit des sessions avec plusieurs sessions à distance, on peut faire plein de choses. Et voilà, donc sachez que si vous avez besoin de former votre équipe de management à un niveau avancé, pas que les fondamentaux du management, mais là, c'est des notions qui sont plus compliquées. Voilà, je rappelle les différentes dimensions qu'on a évoquées. On a créé une formation là-dessus. Oui, les gars et les filles, évidemment. Eh oui. Euh, Merci, François. euh, Merci pour le rappel. Merci pour le rappel. Oui, on a fait une formation sur le sujet qu'on a développé ensemble. On n'avait pas fait de test, mais voilà, on a tout le contenu d'une formation. On a même été tourné, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, bah, dites-le nous. Roxane, énorme, Ah, énorme, incroyable. énorme, Quelle est cette incroyable. Et information. donc Roxane, alors là, il faut que je le passe parce Et alors, que d'abord, pour répondre à Elisabeth, oui, on a bossé dessus pendant plusieurs mois parce qu'on s'est rendu compte qu'un certain nombre de nos clients étaient vraiment potentiellement intéressés par cette notion. Donc, on a développé pendant plusieurs mois avec l'équipe Fasterclass, avec notamment Swad qui a énormément travaillé dessus, Amaury aussi, et d'autres. ouais, Et donc, oui, on a une formation qui existe sur le bref. sujet. Et bah, je te laisse faire la transition. Et donc je pose la question de Roxane. Roxane, quel est le titre de la formation? Eh bien justement, c'est là où maintenant c'est à vous de nous aider, les amis. Parce que regardez-moi ça. On n'a pas encore défini ce titre. On a envie de le changer en fait, donc je ne vais pas donner le titre qu'on avait en tête avant. Mais voilà, je vous demande s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez voter pour le titre de cette formation? Donc en gros, ce sera la formation management niveau avancé. Et donc, quel titre lui donner? Est-ce qu'on va l'appeler Care and Dare? Est-ce qu'on l'appelle l'exigence de la bienveillance? Management Unlimited? Management Unlocked? Avec, je sais pas, genre un verrou qui explose. Est-ce que vous avez d'autres idées? Mettez-les dans le chat. Et on va se nourrir de tout ça pour bah, mettre un nouveau titre à cette formation qui claque, quoi. Parce qu'on veut que tout claque, en fait, chez Fasterclass. Donc, voilà. Donc, je vous laisse encore voter. Je vous laisse voter. Ah, le Je vous manager laisse. coach, c'est intéressant. Magali, merci Magali. Management décomplexé, c'est top. Alors, juste un commentaire rapide, Magali, manager coach, oui, le manager coach fait partie de l'approche de manager bienveillant. On a pensé à manager coach et pour nous, il nous semble qu'il manque un certain nombre de dimensions sur manager coach. Ça va plus loin. On a essayé de partager là pendant 1 heure tout ce qui nous semble tourner autour du management bienveillant. Pas d'anglais, Marion. Eh oui, ben, si on peut. Le management puissant. Ah, j'adore. Le management puissant. Merci pour toutes vos idées. La bienveillance sans complaisance. Est-ce qu'il y a des notions de communication non violente ou active? Oui, il y a absolument clair, en réponse à ta question, il y a des aspects de communication non violente dedans et d'écoute active. Et les deux notions sont présentes dans le parcours. Oui, Elsie qui dit, je suis d'accord, ça va plus loin. Mais le management futuriste. C'est intéressant le management futuriste. En même temps, on aimerait penser que c'est pas futuriste, c'est-à-dire que c'est ici et maintenant et qu'on se donne les moyens de le faire en français. Ah oui, le manager équilibriste. Why not hein? Le Ouais. manager équilibriste. En même temps, ce qui nous gêne un tout petit peu dans la notion de manager équilibriste, il faut qu'on y réfléchisse. Hein, c'est équilibriste. Est-ce que je suis en train de jongler ou est-ce que je suis sur une corde raide? Je partageais avec Raphaël le fait que j'étais très intéressé par les notions de cirque. Est-ce qu'on est sur une Ouais. corde raide et on risque de tomber ou est-ce qu'on est bien ancré en train de jongler avec des notions très différentes? C'est très, très intéressant hein, comme questionnement.
Un management engagé vers l'autonomie des collaborateurs, l'exigence de la bienveillance pour les managers. Eh oui, management manager pour le SEO. Management équilibré. Manager équilibriste, c'est top, dit Claire. Conjuguer les contradictions du management pour un management en toute puissance. Toute puissance, ah oui. Peut-être la notion de puissance est très intéressante aussi. Hein. Ouais, la puissance, ça me parle beaucoup aussi. Il y a juste une question. Le petit risque avec la puissance, c'est que ça peut être perçu, même si l'intention n'est pas celle-là, j'en suis persuadé, c'est un peu de domination. Ouais. Un peu, si on reprend Jérémy, le webinaire précédent, hein, sur, je ne vais pas rentrer dans les stéréotypes, mais un peu, est-ce qu'on est beaucoup dans le rouge et que dans le rouge avec le management puissant? Je ne sais pas. Le management clairvoyant. Courage et bienveillant. Le manager Ah leader. ouais. Oui. Il y a plein de super idées. Ouais. Ah bah génial, franchement, il y a masse d'idées. On va reponcer ce chat là, je vais bien le garder en stock et on va regarder ça. Il jongle en équilibre sur une corde. Souad, je ne sais pas si tu m'entends. Est-ce que tu peux remettre le lien aussi voilà, super, pour partager votre feedback sur le webinaire du jour, parce que je vois qu'il est déjà midi 28. Ça a filé à une vitesse, c'est incroyable. Incroyable. Une Ouais. heure avec toi, Philippe, c'est passionnant. Bah, écoute, merci. J'ai l'impression qu'on a partagé 30% de ce qu'on avait en tête. Ouais, c'est clair, on aurait pu faire un truc de 3 heures. On aurait saoulé tout le monde au bout de 3 heures, je pense. Ouais, Mais moi, j'aurais pu tenir 3 heures. Il faut mieux qu'on arrête là et qu'on donne envie en fait, aux gens d'aller creuser, d'aller se rapprocher des notions dont on a parlé aussi. Donc voilà, faites-nous, s'il vous plaît, votre feedback sur le webinaire du jour. C'est hyper précieux pour nous. Ça nous aide à progresser. Voilà, certains commencent à être habitués parmi vous le fait que comme ça, 1 à 2 fois par mois, on a un webinaire parole d'expert. On essaie de s'adapter, de progresser de webinaire en webinaire parce que c'est un métier et c'est pas le mien à la base non plus. Donc voilà, faites-nous votre petit feedback. Ça prend pas très longtemps et c'est une grande aide pour nous. Et oui, j'ai pas fait la pub d'ailleurs du prochain webinaire. Le prochain webinaire est avec un certain Jochen, qui est franco-allemand suisse. Et voilà, comme le disait Philippe, je te laisse redire. C'est un super coach, consultant hyper expérimenté, qui a une approche extrêmement séduisante du leadership et du management. Vous perdrez absolument pas votre temps, vous en gagnerez même beaucoup au contact de Jochen. C'est un super expert et qui apporte en plus cette dimension internationale, triculturelle, trilingue, très très expérimenté, des éclairages top. Donc je vous recommande vivement. Merci Philippe. Et donc le prochain webinaire sera sur, on l'appelait Leadership Simplicity. Donc c'est pas en français. Un peu en anglais, c'est pas en français, mais parce que il est franco-allemand suisse et la notion de simplicité, c'est un truc qu'on va creuser avec lui. Vous allez voir, ça va être top aussi. Sur ce, il est 12h30. Oh mince, je vous avais promis de répondre à quelques questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter, même si on a traité en live, mais pas toutes. Donc je vous propose, tous ceux qui doivent y aller, je suis désolé, je vous propose d'y aller. Pour les autres qui ont 5 minutes, je vous propose, si vous avez 5 minutes, qu'on traite quelques questions. Philippe, si tu as 5 minutes. Absolument. Oui. En mode réponse courte. OK. Surtout qu'il n'y ait pas une frustration. On a probablement loupé beaucoup de questions et on s'en excuse. Merci pour toutes vos participations. Ceux qui doivent partir, on vous salue. Vraiment, on vous remercie pour votre participation. Et ceux qui veulent rester, vraiment, et si vous pouvez même reposter des questions qu'on aurait pu louper, qui sont fondamentales pour vous, pour votre compréhension. Je me les suis noté. Je me les suis noté. Et il y aura un replay. Donc ceux qui doivent partir maintenant, vous pourrez voir en replay la fin avec les questions qu'on traite. Voilà. Alors je reprends. Il y a une première question de Bdissam. Comment mieux maîtriser ses émotions si on est trop bienveillant? Donc j'imagine que c'est si on a trop d'empathie, quoi. C'est peut-être ça le sens du. Oui. En fait, c'est comment on arrive à Le manager bienveillant doit aussi se protéger. Manager bienveillant, c'est pas être naïf, c'est pas être comme on dit en anglais, hein, c'est quand à livre ouvert. On ne doit pas fonctionner que à livre ouvert. Donc, c'est se mettre à l'abri d'une certaine naïveté. Donc, partager ses émotions, ça développe l'authenticité de son management, ça c'est bien, jusqu'à un certain point. Et donc, les conseils que je pourrais donner par rapport à ça, c'est mettre des limites,
mieux se connaître. Encore une fois, je reviens au premier fondamental, mieux se connaître et savoir qu'il y a des sujets peut-être qui peuvent, notamment si on a une vulnérabilité sur la dimension émotionnelle très forte que l'on a, d'abord en être conscient avant de pouvoir s'en protéger. Ensuite, c'est se dire, je suis dans un monde professionnel, on attend de moi une performance, d'atteindre des objectifs, et donc ne pas être dans la naïveté. Donc du management authentique, oui, avec, avec certaines limites. Et donc, comment est-ce qu'on fait aussi pour ne pas tomber dans l'émotion de l'autre? Et donc, il y a une façon, en apparence assez simple de le faire, c'est revenir vers l'effet et la perception des autres tout le temps. Donc, interroger la personne sur qu'est-ce qui fait que tu me dis ça? C'est quoi ta perception? Sur quoi tu te bases pour me dire ça? Et moi, je vais en faire de même. Je ne vais pas être dans l'affect, je ne vais pas être dans l'émotion. Si c'est un peu le sens de ta question, Tissam, c'est l'effet, ou la perception d'une situation. Ça, ce sont rapidement des clés. Quand on est très dans l'émotion ou très dans l'empathie, arrive à se mettre des limites. Donc vraiment, ouais, je n'ai pas développé plus, mais... Ouais, parce qu'il y a encore genre 6 questions. Donc si on prend 1 minute par question maintenant, Philippe, c'est ton challenge. Ça marche. Alors Magali, comment amener un manager terreur vers la bienveillance? En plus de le former avec Masterclass, évidemment. Alors, c'est impossible. Si c'est un manager terreur, c'est un manager toxique. Et les managers toxiques, il faut s'en protéger. Il faut partir en courant. Il faut prendre des mesures pour changer de job. Faut dire, mettre des sacs de sable et des murailles en disant ça, c'est pas OK, ça, ce n'est pas acceptable pour moi. Mais le manager terreur, c'est le manager toxique. Et on ne peut pas changer un manager toxique. Il faut s'en aller. Il faut se protéger en attendant et ensuite s'en aller. Éventuellement, faire du reporting, dire il y a un problème avec mon management, si c'est possible de le faire. Ça dépend des cultures, ça dépend des entreprises. Mais il faut partir en courant. Excellent. Hop, Caroline, comment fait-on quand on a appliqué tout ça mais que la personne ne souhaite pas au fond d'elle progresser? On ne peut jamais forcer quelqu'un à progresser. On l'invite à progresser. On crée. Rappelez-vous, hein, on ne peut pas motiver quelqu'un. On ne peut que créer les conditions de la motivation. Et donc, la responsabilité du manager bienveillant, c'est de créer les conditions de la motivation. Encore une fois, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à se développer. Vous pouvez expliquer pourquoi ça vous paraît important. Vous pouvez donner de la perspective. Vous pouvez parler d'employabilité sur le moyen et sur le long terme. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à se développer. Vous pouvez lui donner envie, mais pas le forcer. Merci. Oui, Alexandra, comment suivre la performance en étant bienveillant et homogène pour tous les salariés, tout en prenant en compte les différences de personnalité? Et quelles clés donner au manager pour bien le faire? Oui, Un peu compliqué. ouais, la question, il y en a presque plusieurs en une, mais le manager bienveillant, c'est celui qui va réussir à s'adapter. Tu peux la réafficher, Raphaël, excuse-moi, Ouais, bien sûr. la question complète. C'est celui ou celle Alors, qui arrive à s'adapter aux différentes personnalités, aux préférences. Il n'y a pas une recette, évidemment. De toute façon, il ne s'agit pas de recette. Donc, quand je reprends la question, homogène pour tous les salariés. En fait, non, ça ne va pas être homogène pour tous les salariés. Ça va être différent pour chacun des salariés. Et ça, il est important de l'accepter et de prendre en compte la spécificité et les différences de chacun. Et c'est à nous, managers, oui, de nous adapter. De là à faire quelque chose d'homogène, non, ce n'est pas possible. Et pour moi, ce n'est même pas souhaitable. C'est même comment est-ce qu'on respecte les différences des uns et des autres. Donc non, ce n'est pas du management homogène. petite question de Pierre. Est-il plus facile d'être bienveillant en fonction de sa personnalité, notamment selon le test DISC? J'aurais tendance à dire oui, c'est plus naturel, probablement. Il faudrait que Jérémy vienne nous aider. C'est plus naturel, évidemment, pour des personnes qui sont à dominante verte et peut-être même à dominante jaune. Maintenant, il serait un non-sens de dire que quand on est bleu, on ne peut pas faire preuve de bienveillance. C'est absolument faux. Donc, il y a des tendances qui peuvent favoriser le développement de la notion et des compétences de management bienveillant. C'est accessible à absolument tout le monde. Et ensuite, on prend son point de départ, et on peut ensuite se développer. Et je dirais même que chaque facette dans le test DISC, d'ailleurs, pour rappel, on a un test DISC gratuit que vous pouvez trouver. Vous avez test DISC gratuit, vous nous trouvez en première page Google maintenant. Mais donc, selon votre couleur, chaque couleur a sa bonté, mais aussi son dark side.
Et donc, voilà, il faut, par exemple, un jaune ou un vert va peut-être plus avoir, de facilité à glisser vers de la complaisance au lieu de la Absolument. bienveillance. Et je vois le chat. Alors Ouais, ouais, pardon, vas-y, continue. Je te alors coupe. que, par exemple, un rouge, lui, va peut-être plus avoir tendance à avoir glissé vers de la trop de soumission versus, de l'engagement. Et en même temps, le rouge va avoir peut-être une facilité plus forte à faire preuve de courage. Exactement. Et Voilà, donc, donc i on peut aller se développer sur la dimension qui est moins naturelle pour soi. Et donc, je vois les commentaires, je suis d'accord, je crois, avec tout ce que je vois là. Yves qui nous dit, non, j'ai perdu, Yves avait dit quelque chose, que très peu de personnes sont monochromes, absolument. ouais, on est C'est une ça. palette. Voilà. On Comment? on est une palette de couleurs Et avec, complexe, mais correct. avec Et même les un les rouge, différentes couleurs. Véronique, même un rouge peut être bienveillant, absolument. Un rouge peut être absolument bienveillant. On a des préférences. Je crois que c'était le sens aussi des interventions de Jérémy la semaine dernière, c'est Ouais. qu'on a des préférences. Et ensuite, à nous d'aller compléter ces préférences avec des choses qui sont un peu moins naturelles et aller, et c'est pour ça, c'est aussi le sens de la matrice qu'on a essayé de développer. On a des choses qui sont plus naturelles et plus faciles sur ces 5 axes, peut-être les 4 premiers, parce que le dernier, j'espère qu'on est tous plutôt vers la management par engagement, mais sur les 4 premiers axes, on a une tendance naturelle à aller plus vers une partie que l'autre. Et en fonction des personnes, en fonction des situations, en fonction des événements, comment aller explorer et aller plus de l'autre côté de la matrice. C'est comme si on avait, pour ceux qui étaient là la dernière fois, ça doit vous parler, mais comme si on avait une première langue, une langue, notre langue maternelle, où on est natif, et après, il faut à nous d'apprendre nos deuxième langue, troisième langue, et de continuer de se développer pour réussir à être bienveillant et à bien communiquer avec ceux qui nous entourent. Et Elsie qui nous dit les managers les plus exceptionnels, c'est complètement ça que j'ai pu connaître, qu'elle a pu connaître, était vers le centre au final. Même si à la base ils avaient une dominante claire, ils ont appris à développer les autres couleurs. Et bien, sur le management bienveillant, c'est un peu la même. On peut faire un parallèle d'ailleurs entre les deux. C'est un peu la même chose. On a un certain nombre de préférences, oui, des formes de dominante. Et comment est-ce qu'on peut aller vers les choses moins naturelles ou moins évidentes pour soi. Alors on arrive vers la fin des questions. Il y a une question de Claire. Heu, Comment habituer ses équipes à donner du feedback riche, c'est-à-dire construit? Je trouve ça assez difficile selon les profils. Juste Oui. petite parenthèse là-dessus, on a une formation sur le feedback chez Fasterclass qui est exceptionnelle. Donc, voilà, s'il y a un vrai sujet feedback, c'est le moment de venir chez nous. Mais Philippe, je te laisse, Oui, alors Claire, quelques commentaires rapides. Le feedback, pour qu'il soit construit, il faut qu'il soit basé sur un contexte particulier. Donc, ce n'est pas du feedback en général qu'on donne, c'est un feedback sur un contexte spécifique. Et ensuite, on intègre dans son feedback, quand on le prépare et quand on le délivre, des faits, des observations très précises. Et ce qui est souvent passé sous silence pour que le feedback soit complet, c'est les conséquences de ces actions, de ces faits. Les conséquences positives, c'est du feedback positif, ou qui pourraient être différentes à l'avenir pour du feedback correctif. C'est les essentiels du feedback. Feedback positif focalisé sur aujourd'hui. Feedback correctif, ce que tu pourrais faire différemment à l'avenir. Ce qui est fondamental, c'est de bien situer le contexte, qu'est-ce qui a été fait et les conséquences de ces actions. Et ensuite, on doit essayer d'adapter le feedback à chacun, à son niveau de maturité, de développement, à des situations spécifiques. avant-dernière question, celle d'Emmanuel. Comment la notion de ralentissement peut prendre sa place dans le management? Slow management. Si j'ai bien compris la question d'Emmanuel, c'est comment prendre le temps, comment arriver à ralentir par moment. Tu comprends ça comme ça, Raphaël? Ouais, et je me demande si elle n'avait pas été posée juste avant qu'on parle de la capacité à dire non. Parfois savoir dire non pour protéger ses équipes, donc peut-être qu'on y a répondu déjà à ce moment-là, ou peut-être que c'est une partie de la réponse. Ok. En tout cas, tel que je comprends la question d'Emmanuel, ou la remarque d'Emmanuel, c'est la notion de temps est intrinsèquement liée à celle de management bienveillant. On ne peut Ouais, pas être ou devenir ou se rapprocher du management bienveillant si on ne ralentit pas de temps en temps, et même assez régulièrement. Euh, j'ai même envie de dire, ça me fait réfléchir, que le manager bienveillant, c'est presque un ralentisseur sur la partie développement. C'est ouais, quelqu'un qui doit être exactement. un accélérateur sur la partie performance et résultats, et c'est quelqu'un qui doit être un ralentisseur sur la réflexion personnelle, le dialogue et le développement. C'est un peu tarte à la crème ce que je dis, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens.
Voilà. Mais j'ai un doute sur la question d'Emmanuel. Est-ce qu'on a bien compris sa question? Je ne sais pas si Emmanuel est encore connecté. Je sais En tout pas, cas, possible qu'elle ait dû partir, mais au moins il y aura une réponse elle aura une réponse dans le replay. Et j'espère que enfin, j'aurai pas la réponse de Pâques, mais bon. la dernière question d'Alexandra. Quels outils recommandez-vous pour aider les managers à s'assurer de l'employabilité de leurs managers? Parce que des compétences à noter, peut-être que l'on peut homogénéiser. Moi, j'ai envie de répondre. Alors, les référentiels de compétences, les choses comme ça, oui, ce sont des bons outils, c'est utile. C'est le fondamental de l'employabilité, c'est d'avoir le courage de développer les gens en dehors de leur zone de confort. Pour moi, c'est ça la dimension fondamentale. C'est je te sors de ta zone de confort, je te challenge ou je t'emmène sur un domaine d'expertise qui n'est pas le tien et tu vas apprendre et tu vas te développer. Et au début, ça va être difficile et ça va pas être parfait et tu n'auras pas une performance au top au début, etc. Et avec toi, j'ai ce courage de t'emmener ailleurs. Pour moi, c'est ça le développement de l'employabilité. Alors ensuite, on pourrait renvoyer vers des notions de euh, le, le, le modèle McKinsey sur le 70-20-10, qui est la répartition du temps optimisé pour développer quelqu'un et développer notamment son employabilité. 10, la formation, 20, au contact des autres, 70, des nouvelles expériences. C'est ça que je veux dire. Les nouveaux challenges, les nouvelles expériences, les nouvelles expertises, aller ailleurs, c'est sortir des gens de leur zone de confort et en les accompagnant. C'est pas les jeter, hein, c'est en les accompagnant, amener des personnes vers des terrains nouveaux. C'est comme ça qu'on développe l'employabilité. Euh, Je vais, pour clôturer ce webinaire, je vais demander, soit, je ne sais pas si tu m'entends, pour ceux qui sont encore présents, de remettre une dernière fois le lien vers le feedback, parce qu'avec tout ce qui se passe dans le chat, il sort régulièrement. Comme ça, ceux qui sont présents, si vous avez pris le temps, si vous pouvez prendre le temps de nous faire un feedback. Et pour terminer sur cette notion d'employabilité et de développer les gens, je crois que c'est Ludovic qui est ça, Ludovic Giraudon, qui on discute de temps en temps et qui disait, mais il y a des gens qui ne veulent pas développer l'employabilité de leurs collaborateurs parce qu'ils ont peur qu'ils partent. Il dit, oui, mais si je le forme et qu'il part, et après il dit, ouais, mais imagine si tu le formes pas et qu'il reste. Voilà. Et Petit note d'humour pour pour finir. rebondir sur ça, oui, je suis complètement d'accord avec ça, sur évidemment ce que dit Ludovic. Et pour rebondir là-dessus, la meilleure façon de retenir les gens, c'est de tout faire pour qu'ils partent Ouais. positivement. C'est-à-dire de les développer, de développer leur expertise et leur valeur. On a envie de rester avec des managers et des leaders qui vous développent. Ceux qui ne vous développent pas et qui sont sur l'équation de la confiance entre mon agenda, mon égocentrisme, etc., on n'a plus envie de travailler avec eux, on a envie de partir. Donc, pour retenir les gens, il faut tout faire pour qu'ils partent. Et pour aller dans ton sens, alors c'est sur un autre registre, mais j'ai même vu des entreprises qui mettaient des primes de départ pour les gens qui rompaient leur période d'essai. Waouh, j'ai jamais entendu ça. Voilà. Donc si tu pars pendant ta période d'essai, que tu dis finalement ça se passe pas bien, je pars, tu as une prime de départ supérieure pour avoir rompu ta période d'essai. Enfin bref, mais là on rentre dans un autre truc, un autre domaine, mais au moins ça permet de garder que ceux qui sont vraiment motivés et qui ne sont pas là pour toucher une prime de départ. Sur ce, il est 12h45, on a débordé d'un quart d'heure. Voilà, mais ça nous a permis de faire un temps questions-réponses. Ceux qui ont dû partir, vous l'aurez en replay. J'espère que ça vous aura plu. Et de notre côté, eh ben, on va charbonner pour faire le test qu'on vous a promis sur l'autotest. Est-ce que je suis un manager bienveillant sur les 5 dimensions? Comment est-ce que je peux Stimulant. progresser, etc., etc. Ça va être passionnant. Merci à tous et puis Merci. je close ce webinaire là-dessus. Merci Raphaël, merci à toutes et tous. Et merci Philippe pour ton temps. Continuation. Bye bye.